J'adore camper, mais après mon dernier voyage, je pense que ce ne sera plus jamais pareil. J'ai monté ma tente sur un terrain plat et j'ai ramassé du bois pour faire un feu. La nuit est arrivée avec tous ces bruits nocturnes et je me suis détendu en entendant les hiboux ululer et les grillons striduler. Ce qui était encore mieux, c'est qu'il n'y avait personne d'autre dans les parages. Laide, c'était subtil. Je l'ai presque manqué. La voix venait du fond des bois et pendant un instant, je n'ai pas cru ce que j'entendais. On aurait dit une femme, mais bizarrement, je ne pouvais pas le dire. « S'il vous plaît, aidez-nous », la voix a continué. J'ai passé ma lampe de poche entre les buissons et j'ai fait le tour. Pour être tout à fait honnête, même en tant qu'adulte, j'étais paralysé par la peur. J'ai donc pris mes responsabilités et j'ai appelé la police locale. C'est alors que les choses sont passées de bizarres à très, très étranges. La police m'a dit d'ignorer la situation. Je leur ai expliqué que quelqu'un pouvait être blessé et avait probablement besoin de soins médicaux, mais ils m'ont assuré du contraire. Lorsque j'ai insisté et demandé pourquoi, ils m'ont dit « Monsieur, si vous entendez à nouveau cette voix, ignorez-la. Ne répondez pas et ne vous approchez pas. » Eh bien, je l'ai entendue à nouveau, mais je ne l'ai pas ignorée. Il était presque minuit lorsque j'ai entendu la voix une deuxième fois. Je me suis réveillé avec quelqu'un qui chuchotait « à l'aide » et on aurait dit qu'elle était juste à l'extérieur de ma tente. Je suis sorti pour vérifier et il n'y avait personne, mais la voix continuait de loin « à l'aide, s'il vous plaît ». Une fois de plus, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai regardé autour de la zone où je campais. J'avais trop peur de suivre la voix dans les bois, d'autant plus que les autorités elles-mêmes l'évitaient. Mais je luttais moralement, essayant de décider si je devais aller aider cette personne ou écouter la police qui s'inquiétait pour ma sécurité. C'est alors que j'ai entendu une autre voix, différente. Cette autre voix, qui semblait également provenir des bois, était une octave plus basse. Contrairement à la première, qui appelait à l'aide, celle-ci était forte et exigeait le silence. L'autre voix demandait « Personne ne va t'aider ». Une fois que j'ai entendu cela, j'ai eu la certitude que quelqu'un avait des ennuis. J'ai rappelé la police. Lorsque je les ai informés de l'existence d'une deuxième voix venant des bois, ils ont semblé encore plus inquiets. Ils m'ont dit de faire mes bagages et de quitter le camping immédiatement. Ils m'ont dit qu'entendre la deuxième voix, plus virile, signifiait que la situation devenait désespérée. Ils m'ont également dit que les deux voix provenaient de la même personne. Cette partie était bizarre et m'a laissé perplexe. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est à ce moment-là que j'ai considéré les policiers de la région comme des fous, mais pas avant de leur avoir dit ce qu'il en était. Je me suis mis en colère. Je leur ai dit que s'ils ne venaient pas ici pour vérifier, je le ferais moi-même. J'ai répété qu'une femme pouvait avoir de graves problèmes et qu'il était de leur devoir de l'aider. Mais ils refusaient toujours de venir. Ils semblaient plus effrayés que moi. Une fois que j'ai raccroché le téléphone, j'ai de nouveau entendu les voix. Une voix douce, « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide », puis un grognement, silencieux, « Personne ne vient ». Il était un peu plus de minuit. À ce moment-là, je ne pouvais pas vivre avec moi-même, sachant que j'avais la chance de sauver la vie de quelqu'un, mais que j'avais préféré me recroqueviller. J'ai donc pris quelques affaires et je me suis aventuré dans les bois. Quand je suis entré dans les bois, les voix ont cessé, juste comme ça. Pas de cris, pas de chuchotements, pas d'ordre. Même les hiboux et les grillons ont disparu. Il n'y avait plus que des feuilles qui dansaient et des branches d'arbres qui craquaient. J'ai arrêté de marcher et j'ai regardé autour de moi à 360 degrés. « Bonjour, il y a quelqu'un ici ?» J'ai appelé. « Il n'y a personne. Je suis ici pour aider, continuai-je. Où es-tu? Tu vas bien? » Toujours rien. J'ai pensé à appeler à nouveau la police, puis j'ai gloussé. Je trouvais étrange, mais quelque peu réconfortant, de n'avoir trouvé personne dehors. Néanmoins, j'étais toujours aussi effrayé. J'ai donc préparé mes affaires et j'ai finalement quitté le camping. Je ne comprenais pas pourquoi la police avait si peur. Dans le pire des cas, quelqu'un était réellement en danger et nous l'avons tous laissé tomber. Dans le meilleur des cas, des crétins qui pensent que dire « aidez-moi » au milieu de nulle part est une bonne idée de farce. Pour être honnête, lorsque j'ai entendu la voix la première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague. Lorsque je l'ai entendue la deuxième fois, en même temps que l'autre voix, j'ai commencé à m'inquiéter un peu plus. Il en a été de même la troisième fois que je l'ai entendue dans les bois. Mais quand je l'ai entendue une quatrième fois, une semaine après avoir quitté le camping, venant de l'intérieur de ma propre maison, je suis devenu très, très inquiet. Je m'appelle Matthew. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au lycée. Vers ma deuxième année de lycée, ma meilleure amie et son père m'ont invité à faire du camping en Arizona, au nord de Tuba plus précisément. Son père possédait une cabane à quelques kilomètres de l'autoroute, à proximité de sites de camping et de pêche agréables, et il voulait nous faire passer un bon moment. Ma meilleure amie Kelly et moi étions amis depuis le CM2, et je la considérais comme une sœur, d'autant plus que nos parents étaient des amis proches. Son père et le mien étaient les meilleurs amis du lycée, et ils ont tous deux épousé des amis communs. Cette année, pour leur voyage en camping, il n'y avait que Kelly, son père, Ryan et moi.
Nous avons quitté la maison pour un trajet de 6 heures et sommes arrivés à la cabane juste avant le coucher du soleil. À cause de l'obscurité, tout ce que nous avons pu faire ce jour-là, c'est faire un feu et préparer le dîner afin de pouvoir nous coucher tôt pour la randonnée du lendemain. Ce soir-là, Ryan nous a raconté tous les sentiers qu'il avait prévus pour que nous puissions faire le sac à dos et le camp d'Athéna. Kelly et son père étaient des campeurs expérimentés et partaient de chaque été pour 2 semaines de camping. Ils avaient campé partout, des Rocheuses aux Appalaches. Chaque année, ils partaient nous seuls, mais cette année, c'était la première fois qu'ils invitaient de quelqu'un d'autre à les accompagner. Mon père voulait que Ryan m'emmène parce qu'il pensait que ça me ferait du bien. Il y a 1 an, j'ai perdu un ami proche dans un accident avec délit de fuite. J'ai sombré dans une profonde dépression et je me suis déconnecté de tout le monde. Mes parents ont tout essayé pour m'aider, mais j'ai continué à souffrir. Papa s'est dit que si je partais en camping, cela m'aiderait à me changer les idées. J'étais heureuse de passer du temps avec Kelly parce qu'elle avait toujours été là pour moi. Kelly et moi, nous nous retrouvions souvent dans des foules différentes et il nous arrivait de passer des semaines ou des mois sans vraiment nous parler. Mais quelle que soit la durée de l'apartheid, nous pouvions toujours reprendre là où nous nous étions arrêtés. Son père, Ryan, était presque comme un oncle pour moi. C'est lui qui me permettait de voir un film que mes parents n'approuvaient pas ou qui me laissait siroter une bière de temps en temps. C'était quelqu'un vers qui je pouvais vraiment me tourner si j'avais besoin d'aide. Et je savais donc qu'il voulait vraiment m'aider pour ce voyage en camping. Nous avons terminé le dîner et discuté jusqu'à ce que le feu se soit éteint et qu'il ne reste plus que des braises incandescentes. Une fois la lumière du feu disparue, c'était la première fois que je regardais les étoiles sans que la lumière de la ville ne les obscurcisse. C'était aussi la première fois que je voyais à quel point la forêt pouvait être sombre. Ryan a dit qu'il était temps d'aller se coucher et nous a tendu à chacun une lampe de poche. Nous l'avons suivi dans la cabane où nous allions passer la nuit. La cabane était très rustique car elle n'avait ni eau courante ni électricité. Ryan a fermé la porte de la cabane et a accroché une lanterne à piles au plafond. Nous allions marcher environ 8 miles jusqu'à un camping qu'il avait choisi pour nous et nous a dit que nous devions aller nous coucher parce que nous devrions partir dès l'aube. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés, Ryan et Kelly m'ont montré comment préparer mon sac à dos et nous sommes partis sur le sentier. Après 4 heures de marche, nous avons enfin atteint le camping. C'était un lac magnifique entouré de pics de tous les côtés. Il y avait une zone plate où nous pouvions installer la tente et camper. Nous avons passé toute la journée à pêcher et à explorer les environs du camping. C'était vraiment une expérience thérapeutique pour moi. Je ne pensais plus à l'accident, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma dépression et de pouvoir être moi-même à nouveau. Ryan m'a appris à pêcher et nous avons même attrapé quelques poissons que nous avons pu cuisiner ce soir-là. Il faisait même assez chaud pour que nous puissions dormir à la belle étoile sous la tente. C'était l'une des meilleures journées que j'avais eues depuis plus d'1 an. Et c'était la dernière nuit de paix que j'aurais pendant longtemps. Le lendemain, nous avons fait nos bagages et nous sommes partis vers le prochain camping. Mais nous devions d'abord ramener la cabane. Comme le sentier menant au prochain camping croisait le chemin de la cabane, Ryan nous a laissé dormir parce que le chemin du retour était en descente et ne prendrait pas autant de temps. À mi-chemin, nous avons rencontré des buissons de baies près du sentier que Kelly avait repérés et qu'elle avait dit être comestibles. Nous avons donc passé quelques minutes à cueillir les baies. Elles étaient étonnamment sucrées pour une baie sauvage, mais elles avaient tout de même un arrière-goût un peu amer. Après avoir passé quelques minutes à cueillir des baies, Ryan a posé son sac à dos et a dit qu'il avait besoin d'aller pisser. Il s'est donc éloigné d'une dizaine de pas et est allé se soulager derrière un arbre. Dès qu'il a quitté notre champ de vision, quelque chose a changé dans la forêt. Tout s'est arrêté. Pas de gazouillis d'oiseaux, pas de vent, c'était le silence absolu. On pourrait penser que dans une forêt silencieuse, on pourrait entendre le bruit de l'urine d'un homme frappant le côté d'un arbre à seulement quelques mètres de distance. Mais il n'y avait aucun son à entendre. Un sentiment étrange, presque primitif, m'a envahi. Je savais que quelque chose n'allait pas. Après quelques minutes, Kelly a appelé son père, mais il n'a pas répondu. Nous avons rapidement fait le tour de l'arbre et Ryan avait disparu. Non seulement l'arbre était complètement sec, mais il n'y avait aucune trace de pas s'éloignant de l'arbre et aucun signe indiquant que Ryan se tenait là. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer intérieurement et j'ai commencé à crier le nom de Ryan dans la forêt et Kelly a commencé à appeler papa aussi fort qu'elle le pouvait. J'ai regardé Kelly et je lui ai demandé ce qui venait de se passer. À ce moment-là, Forrest est revenu à la normale, mais Ryan était toujours introuvable. J'ai pris son sac à dos et j'ai laissé le mien car il avait des affaires plus utiles dans le sien. Nous avons passé les minutes suivantes à chercher autour de l'endroit où il avait disparu, mais nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Je regarde Kelly et lui demande ce que nous devons faire. Elle me répond qu'il faut faire venir les équipes de recherche et de sauvetage le plus vite possible. Je lui réponds « Mais comment ? Nous n'avons pas de téléphone portable. Et même si nous en avions un, il n'y a pas de signal ici. » Kelly s'est arrêtée pour réfléchir. Puis elle a eu une idée. Le camion de papa contient une radio que nous pouvons utiliser pour appeler à l'aide.
Si nous retournons à la cabane, nous pourrons utiliser la radio du camion pour appeler à l'aide. Après avoir décidé qu'il valait mieux essayer de faire appel au service de recherche et de sauvetage, nous commençons à descendre la montagne aussi vite que possible, mais presque comme si la nature elle-même essayait de nous empêcher d'obtenir de l'aide. Le ciel se met à pleuvoir sur nous, le tonnerre et les éclairs s'abattent sur nous, ainsi que la grêle. Nous sortons du sentier pendant un moment et utilisons la bâche de la tente comme parapluie de fortune jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Il a plu pendant 45 bonnes minutes et aussi vite que la pluie est arrivée, les nuages ont été brisés par la lumière du soleil. Nous avons enlevé la bâche et juste devant nous, il y avait une petite clairière dans la forêt qui était éclairée par des faisceaux de lumière qui brillaient entre les nuages. Nous nous levons et voyons un troupeau de cerfs sortir de l'autre côté de la clairière. J'ai regardé Kelly et j'ai vu un petit sourire se dessiner sur son visage. Après avoir observé les cerfs, pendant quelques minutes, j'ai remarqué que l'expression de Kelly était devenue toute blanche. Elle m'a regardé et m'a dit « Matthew, qu'est-ce qui ne va pas avec ces cerfs ?» J'ai jeté un second coup d'œil et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal chez ces cerfs. Je n'ai pas passé autant de temps à l'extérieur que Kelly. Mais j'ai vu ma part de cerfs en vivant au Colorado. Il y a quelque chose de différent chez ces cerfs par rapport à ceux que j'ai vus auparavant. C'est comme si leurs mouvements manquèrent de la grâce que les cerfs ont habituellement dans leurs pas. Les mouvements de ces cerfs étaient raides et presque mécaniques. De plus, leurs yeux avaient un iris coloré et une sclérotique blanche. Ce n'est pas comme des yeux humains, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu chez un cerf auparavant. Kelly a alors dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle l'a dit sans crainte dans sa voix, mais le ton m'a indiqué qu'elle était mal à l'aise. Kelly m'a regardé et m'a dit « Défaite, Matthew ». J'ai regardé les pattes de l'un des cerfs et j'ai vu que ces cerfs n'avaient pas les sabots fendus des cerfs et des élans, mais qu'ils avaient ce qui ressemblait à des pattes de canidés. J'ai alors réalisé que, quelles que soient ces créatures, il ne s'agissait pas de cerfs. Presque aussi soudainement que je l'ai réalisé, l'un des cerfs s'est levé et m'a regardé droit dans les yeux. Ma réaction de lutte ou de fuite s'est instantanément déclenchée. Et j'ai attrapé la main de Kelly, je l'ai entraînée avec moi et nous avons couru aussi vite que possible loin de la clairière jusqu'à ce que nous soyons à une distance sûre du cerf. Je regarde Kelly et je lui dis, terrifié et le souffle court, que ce n'était pas des cerfs. Kelly, je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas des cerfs. Kelly me regarde et ne dit rien pendant une minute. Toute ma vie, Kelly a été mon amie intrépide. Sa mère est morte en la mettant au monde et son père l'a élevée seule. Ryan avait appris à sa fille à être forte et à ne jamais reculer devant un défi. Mais à ce moment-là, pour la première fois, j'ai vu la vraie peur dans les yeux de Kelly. Elle ouvre enfin la bouche et dit qu'il faut partir. Elle s'élance sur le sentier plus vite que je ne peux réagir. Je la suis et je continue à parler des cerfs, mais elle n'en veut pas. Nous avons finalement atteint la cabane et heureusement, Ryan a laissé les clés du camion sur son lit. Nous avons appelé les services forestiers qui sont venus nous chercher et nous ont emmenés au siège local. Nous racontons au garde forestier ce qui s'est passé et il nous dit que Ryan a dû se perdre. Nous le regardons tous les deux et Kelly dit « Comment a-t-il pu se perdre en faisant 10 pas vers un arbre ?» Le garde forestier considère que c'est la forêt qui nous joue des tours et nous explique qu'il est facile de se perdre dans la forêt. J'ai essayé de mentionner ce qui s'était passé avec le cerf, mais Kelly changeait de sujet à chaque fois que j'essayais d'en parler, alors j'ai fini par abandonner. Le garde forestier a lancé des recherches pour Ryan qui ont duré 2 semaines. Mon père est venu en voiture et nous a logés à l'hôtel pendant toute la durée des recherches et il s'est même porté volontaire pour participer aux recherches. Mais tous ces efforts n'ont servi à rien car après 2 semaines de recherche, le service des forêts a déclaré qu'il n'y avait aucun espoir de le retrouver. La nouvelle a évidemment été dévastatrice pour tout le monde car Ryan comptait beaucoup pour nous tous. Il était le meilleur ami de mon père et le seul parent de Kelly. Après notre retour à la maison, Kelly est restée avec nous pendant quelques semaines jusqu'à ce que ses grands-parents déménagent pour s'occuper d'elle. Quelques mois plus tard, les grands-parents de Kelly ont reçu un appel leur disant qu'ils avaient retrouvé des restes sur une piste qui correspondait à Ryan. Nous avons été encore plus bouleversés de découvrir que ce que nous soupçonnions déjà était vrai. Ryan était mort, aussi terrible que soit la nouvelle, c'était aussi un soulagement de connaître enfin la vérité. Ce qui me dérange encore aujourd'hui dans la découverte de son corps, c'est que ses restes ont été retrouvés sur un sentier situé à plusieurs kilomètres de celui où il avait disparu. Le service forestier n'a toujours pas expliqué pourquoi le corps de Ryan a été retrouvé si loin et n'a donné que de vagues réponses sur les circonstances qui ont conduit à cette découverte. Cela fait plus de 10 ans que cela s'est passé et après tout cela, Kelly et moi célébrons 1 an de mariage. Bien que nous soyons si proches d'elle, c'est un sujet que nous abordons rarement. Et 10 ans plus tard, elle refuse toujours de parler du cerf. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Ryan, mais jusqu'à présent, aucune explication n'a pu me satisfaire.
Il y a quelques années, j'ai parlé à mon père des recherches qu'il avait menées bénévolement. J'ai attendu si longtemps parce qu'il était très proche de Ryan et je ne voulais pas ajouter du sel à une blessure déjà ouverte. Il m'a dit que les services de recherche et de sauvetage étaient très réservés à ce sujet. On pouvait dire que c'était quelque chose qu'ils essayaient de mettre sous le tapis. Ce qui a le plus laissé mon père perplexe, c'est que les chiens de sauvetage n'ont pas réussi à détecter une odeur, ce que le maître chien a dit n'avoir jamais fait auparavant. Comment le corps de Ryan a-t-il pu se retrouver sur une autre piste ? Pourquoi les services de recherche et de sauvetage étaient-ils si réservés sur cette affaire ? Qu'est-ce que c'était que ces cerfs et pourquoi ma femme ne veut-elle pas en parler ? Je n'ai toujours pas de réponse à donner à ces questions. Peut-être qu'un jour, les réponses me seront révélées. Mais pour l'instant, je vais être là pour ma femme Kelly. Et si jamais elle est prête à parler de ce jour-là, je publierai peut-être une mise à jour.